Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Pour nos fidèles membres Patreon, c'est un deuxième épisode dans la journée parce que pour les membres, actuellement, il y a mon top 10 des meilleurs gardiens pour le repêchage 2024 qui est disponible en format vidéo et en format audio. Épisode qui va sortir sur les plateformes publiques éventuellement, mais qui est disponible sur notre Patreon. Je l'ai enregistré aujourd'hui, même journée qu'on enregistre cet épisode-là. Donc, les membres sont choyés. 2 podcasts dans la même journée pour nos membres Patreon. Je suis avec Pascal. Gros menu aujourd'hui, Pascal. J'espère que tu es prêt. Écoute, je suis né pour ça. Je me suis levé pour ça, en fait. T'es born ready. C'est ça, exactement. Yes. Sujet principal dans l'épisode, on va continuer en fait nos bilans de saison pour les espoirs des Canadiens de Montréal. Et puis, je prends la balle au bon. Vous aurez remarqué peut-être, ou du moins je l'espère, sur le site de Tout sur le hockey. Cette semaine, j'ai pas fait d'hebdo CH. Je crois pas en refaire pour la saison parce que l'hebdo CH s'est tourné vers le podcast, en fait. Fait qu'on fait un peu un bilan de saison, un suivi des séries en podcast. Fait que tant qu'à me répéter dans les textes, je préfère y aller en podcast plutôt qu'en texte. S'il y a des choses importantes, on ira à l'écrit. Mais bref, c'est ce qui explique pourquoi les hebdos CH n'ont pas continué depuis cette semaine. Donc, dans l'épisode qui suit, bilan des espoirs du CH dans la CHL, donc dans la Ligue canadienne de hockey. On va ouvrir le bal avec 2 petits sujets rapides. Shane Wright qui commence en NHL cette saison. En fait, il y a eu un petit passage en début d'année. Là, a été rappelé visiblement pour le reste de la saison. On va parler avec Pascal de ses débuts qui ont quand même bien été. On va enchaîner rapidement avec une mise à jour sur les séries d'Adam Engstrom. Grosse surprise du côté de la Suède. Et puis en fin d'épisode, je vous réserve un petit sujet surprise qui ne parle pas nécessairement directement du hockey, mais on va avoir une belle discussion, moi et Pascal, puis j'invite les membres Patreon qui nous écoutent en direct de poser des questions, que ce soit dans le sujet ou pendant l'épisode. On va y répondre. Bon, les Hudson Watch, ils viennent de perdre. Oh! On va peut-être sortir une signature pendant le podcast. Ceux qui écoutent en différé sur nos plateformes publiques, vous comprendrez que ça se peut que la signature soit faite au moment de l'écoute, mais bref, ça sera à surveiller dans les prochains jours. Débutons d'abord avec Shane Wright en LNH, un retour en force, disons-le ainsi, pour le 4e choix du repêchage 2022. Shane Wright qui a amélioré son jeu, visiblement, lorsqu'on le voit aller dans la NHL. Mais Pascal, tu pourrais nous en dire plus sur les performances de Wright cette année en NHL. Ouais, cette année, il y avait besoin de stabilité. Vraiment besoin de stabilité. Puis c'est exactement ça qu'il y a eu avec Seattle. Dans le fond, il a débuté l'année, oui, il y a eu 4 matchs, mais il a surtout retourné en Ligue américaine, puis il a joué quasiment toute la saison là. Là, dernièrement, il a été rappelé, et ça va super bien pour lui. Qu'est-ce qu'il a amélioré? Mais donc, si on compare le Shane Wright dans la Ligue nationale de hockey à l'année passée à lui de cette année, c'est le pace. C'est vraiment le rythme de jeu qui est là. Il est tout le temps près de l'action, tout le temps bien positionné, prêt à retourner en offensive. Tu sais, ce qu'on pouvait reprocher à son année de repêchage, c'est la finesse n'était pas là. Il faisait pas énormément de jeux, pas spectaculaires, mais tu sais, influencer l'adversaire. C'est tout le temps des décisions rapides à la rondelle, savait où l'envoyer. Tu sais, c'est correct, ça. Ça démontre une intelligence et une maturité. Mais dans la Ligue nationale de hockey, c'était impossible pour lui de faire ça parce que il y avait pas le rythme, il y avait pas l'expérience et tout. Donc, en allant dans la Ligue américaine, pas de pression. Toute la saison, il a travaillé là-dessus. Puis là, il arrive là, en fin de saison, et il réussit à produire beaucoup de buts en se plaçant vraiment intelligemment.
il n'y a pas nécessairement tout le temps la rondelle sur sa palette. Je pense que ça va être un jour ce genre de joueur-là. Mais il est jamais vraiment loin de l'action. Puis il joue avec des joueurs qui sont capables de le faire. Fait que, pour lui, c'est parfait. Et c'est un joueur qui a vraiment un bon tir. Vraiment, vraiment un bon tir. Dans l'année de son pêchage, c'était un des meilleurs tirs. Et ça paraît vraiment bien cette année dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est pas nécessairement son tir du poignet incroyable qu'on voit. C'est vraiment plus tir sur réception et la précision. Donc, niveau défensif, ça va super bien. Il se replie toujours dans l'action. C'est vraiment ça qu'on veut. Il faut tout le temps que tu sois impliqué. C'est exactement ça qu'on a vu. Donc là, l'année prochaine, ça va être dès le premier match de faire ça dès le premier match, dès la première présence, puis d'avoir une constance. La production, moi, 35 points, 40 points, 40, 45 points, ça me dérange pas pantoute. Je veux juste du rythme et la progression constante. Puis je pense que ça va arriver. Donc, je suis vraiment content de sa fin de saison. Ça demeure un faible échantillonnage, mais tu sais, avec tout tout ce qu'on a de toute la saison, je pense qu'il est bien parti. Puis on verra l'année prochaine Seattle qu'est-ce qu'ils vont faire avec. S'ils vont l'entourer aussi. Je le sais que c'est tôt, très tôt même. Mais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, Pascal. Matthew Beniers, qui n'a pas une bonne saison cette année, est un peu victime du sophomore season. On voit souvent des baisses de production à la deuxième année dans la Ligue nationale de hockey. Puis tu sais, quand on a repêché Shane Wright, on a vu sa première saison après le repêchage. Ça n'a pas été à la hauteur des attentes de plusieurs, dont les miennes, personnellement. En Ligue américaine, tu sais, parfois on a de la misère un peu à comprendre c'est quoi un joueur de 19-20 ans dans la Ligue américaine versus un joueur de 19-20 ans dans la Ligue canadienne. Donc, le constat rapide, général, a été de dire ben c'est Matthew Beniers qui va être le premier centre de cette formation-là, ad vitam aeternam, puis Shane Wright n'aura jamais une shot pour ce rôle-là. Penses-tu que à voir comment Wright a progressé cette année et avec son arrivée dans la Ligue nationale cette saison, le vent pourrait changer de bord rapidement? Oui, parce que je pense... oui. Je pense que ça va vraiment être un one-two punch, là. Je pense que c'est le genre de top 6 que tu veux pour viser loin pour une Coupe Stanley si t'as pas de vedette incontestée au centre ou whatever. Je pense avoir ces deux centres-là qui sont responsables. Il y en a un qui est hyper rapide, qui a vraiment un rythme de jeu incroyable. Il y a Shane Wright qui est juste intelligent, un très bon gestionnaire de rondelles. Je pense que ça va être parfait pour eux autres. Lequel va prendre les devants au niveau de la production? Je pense que Shane Wright, son potentiel est peut-être un peu plus élevé que Beniers, selon moi. Mais tu sais, c'est dur de dire lequel va être premier, lequel va être deuxième, selon moi. Mais j'aime les chances de Wright de donner le premier centre. Je pense que je mentirais si c'était pas le cas. Parce que j'adore Beniers, c'est vraiment pas un joueur que je déteste, là. Cette année, ce qui allait un peu moins bien, c'est que c'est un gars rapide. Des fois, l'année passée, ça allait bien, mais cette année, on dirait que les pieds vont trop vite pour la tête. Puis c'est vraiment visible. Il essaye des affaires, mais il faut vraiment qu'il simplifie. Puis des matchs que ça allait, mais c'est vraiment la constance qu'il faut qu'il rentre. Puis on verra l'année prochaine. Mais je pense que ça va mieux aller. Parce que j'imagine que Seattle se va pas faire une reconstruction ou whatever. Je pense qu'ils vont tranquillement, pas vite, ajouter les rookies. Puis après ça, travailler sur, mettons, les entourer. Fait que, tranquillement, pas vite, je pense que ça va commencer à bien aller pour eux autres. Alright, bon wrap-up du début de saison. Un rappel de Shane Wright, qui risque de rester dans la Ligue nationale jusqu'à la fin de la saison. Coachella Valley dans la Ligue américaine est classé en série, son premier, si je ne m'abuse, de leur division. Fait que, tu sais, les séries sont déjà dans la poche. Je pense qu'on voulait donner cette expérience-là à Shane Wright en prévision des séries de la Ligue américaine. Le Kraken est éliminé. Donc, clairement, on va renvoyer Wright incessamment dans la Ligue américaine pour aller jouer en série. Fait que ça va être intéressant de suivre si cette expérience qui, à tout le moins, est positive jusqu'ici, va lui servir dans les séries de la Ligue américaine. Ça lui a servi l'année passée de
de se joindre au groupe dans la Ligue américaine pour les séries. Fait que c'est encore une fois de l'expérience pour lui. Puis tu sais, même s'il prend le chemin C, puis que d'autres espoirs ont pris le chemin A et le chemin B, ça veut pas dire qu'il va arriver à une destination complètement différente. Tu sais, j'ai vu... tu sais, c'est sûr que tout le temps, il y a beaucoup de monde qui vont dire Slavkovski était le bon choix comparativement à Wright. C'est bien correct parce que on le disait de l'année de repêchage que les 3 joueurs avec Cooley étaient des bons choix pour les Canadiens, puis peu importe lequel, ils ont tous leurs plus, leurs moins. Même si Wright était mon 1, je suis vraiment content que Slavkovski, ça fonctionne bien. Puis j'ai vu Grant McCagg faire un post sur Twitter, évidemment, que il disait que en parlant de Wright et Slavkovski, et si leur développement, en fin de compte, était correct jusqu'ici, quand les décisions par rapport à leur développement étaient correctes jusqu'ici. Moi, personnellement, mon take, c'est plus, malgré les décisions qui ont été prises sur leur développement, ils ont réussi à se développer jusqu'ici. Fait que, tu sais, des fois, quand t'as un diamant brut ou un joyau, peu importe ce que vous dites, ben, peu importe ce que tu vas prendre comme décision, ou les débats autour de celle-ci, ça va fonctionner, puis on le voit très bien avec Slavkovski, puis je pense qu'on va le voir l'année prochaine avec Wright. Moi, j'irais pousser la réflexion encore plus loin, puis tu sais, encore une fois, il faut faire le fameux avertissement que ce n'est pas de comparer les joueurs ou de dire que le CH a bien fait ou mal fait. Shane Wright aurait été un bon choix aussi, autant que Logan Cooley aurait été un bon choix. Même Nemetz, probablement. Puis Nemetz aussi. Tu sais, Slavkovski, au final, moi, je l'avais 4e sur ma liste. Fait que ça serait bien cave de dire que je veux qu'il floppe à Montréal. Là. Je l'avais 4e. Fait que je suis bien content de sa progression. Il a montré qu'il a la maturité et l'éthique de travail pour jouer à Montréal. Je l'ai dit souvent dans des chroniques à la radio et tout. Fait que c'est satisfaisant pour ça. Là. L'utilisation de sa portée pour déjouer un joueur, aller faire une passe alors que la rondelle est dans ses pattes, puis il va utiliser son corps et sa portée pour aller porter la rondelle en arrière du gars pour pouvoir faire une passe dans le temps. Vraiment content de ce qu'on voit en ce moment. Puis tu sais, c'est ça, sans nécessairement comparer les deux, mais tu sais, présentement, Montréal a-t-il vraiment besoin d'un Slavkovski qui connaît une éclosion? Pas vraiment. Tu sais, dans le sens que Montréal, présentement, là, Slavkovski, son éclosion, c'est le fun pour le développement, mais est-ce que son éclosion sert à l'équipe? Non. Je comprends ce que tu veux dire. Qu'il fasse 50 ou 60 points cette année, Slavkovski, là, l'équipe serait allée nulle part pareil. Oh, ouais. Fait que son éclosion est le fun au niveau individuel, puis c'est très encourageant pour le futur. Ça, aucun doute là-dessus. Mais son éclosion ne sert pas à l'équipe présentement, particulièrement. Donc, moi, j'en viens à me dire, mettons, là, on est très hypothétique, puis je veux vraiment pas qu'on me perçoive comme si je voulais que le CH fasse un autre choix. Mettons que le CH aurait pris Shane Wright puis qu'il aurait fait exactement la même affaire que le Kraken a fait cette année avec Shane Wright. Est-ce que ça aurait été si différent que ça? Dans le sens que Shane Wright serait arrivé probablement au même point que Slavkovski quand l'équipe va être prête à compétitionner. Ouais. Non, c'est juste qu'au lieu d'aller à Montréal par la 40, Shane Wright a passé par le Saguenay pour descendre vers Montréal, tu sais. Mais les deux vont arriver à la même place. C'est juste que le développement est différent. T'sais. Malgré les décisions, les deux vont se développer, ça va bien aller. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Puis tu sais, je pense que ce qui est le plus positif dans son éclosion, c'est surtout la petite tape dans le dos de l'équipe de recruteurs puis de Kent Hughes que ça donne. Ah oui, ben oui. Tu sais, c'est vraiment ça, le point le plus positif, c'est ça. Tu sais, c'est comme, on doute, là, et boum! Ah, ok, on comprend. C'est ça. Puis tu sais, encore une fois, c'est, comme je dis, c'est même pas pour remettre en doute quoi que ce soit, mais reste que les faits sont là, tu sais. Est-ce que Shane Wright aurait connu la progression dans l'organisation du Canadien qu'il connaît présentement dans l'organisation du Kraken? Ça, on le saura jamais. On le saura jamais. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que Slavkovski, il s'est fait tuer au repêchage. Le monde en voulait un autre que lui.
Après ça, le monde voulait qu'on l'envoie à Laval, puis je veux dire, j'en fais partie. Tu sais, j'analysais le tout, puis je me disais, je pense qu'un détour à Laval, ça ferait du bien. Martin Saint-Louis a cru en lui, a cru en son éthique de travail, puis il A nous cru aura en fait... ses capacités à lui à le développer aussi. Exact, puis Slavkovski a constamment montré que il est capable de progresser dans ces environnements-là. C'est des faits, on l'a observé. Fait que rendu là, quand bien même qu'on chiale que Cooley fasse plus de points en Arizona ou à Salt Lake City, ou que Shane Wright se développe vraiment bien puis qu'il soit 1 point par match dans la Ligue américaine puis qu'il arrive dans la Ligue nationale puis qu'il marque des buts, ben on le sait même pas si ces gars-là se seraient bien développés à Montréal, mais ce qu'on sait, c'est que Slavkovski, il se développe bien à Montréal. Ah ouais, tout le monde est content. Fait que rendu là, tu sais, tout le monde est content. Le Kraken est content d'avoir pris Shane Wright, puis Salt Lake City va être content d'accueillir Cooley. Ben, c'est clair. Et je suis pas mal sûr que Cooley va être content aussi d'aller là-bas. Ben ça, on le sait pas, là, mais... Ah, ouais. C'est un bon état pour le sport d'hiver à cause des montagnes et tout. Là, pour la glisse, c'est pour la glisse, je me parle. Pour la glisse, ouais. À Radio-Canada, excusez-moi tout le monde. Hey, honnêtement, là, quand t'as dit ça, Pascal, je me suis imaginé Logan Cooley en Crazy Carpet. En 3 skis. Je me blesse tout le temps quand je fais du 3 skis. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais c'est niveau sport d'hiver, c'est vraiment une bonne place, malgré le désert puis les Red Rocks puis tout. Là. J'ai hâte de voir le nom, en tout cas. Ah, ben pour le nom, vous pouvez aller consulter notre article, surtout sur le hockey. On a fait un test avec l'intelligence artificielle pour savoir comment l'équipe de Salt Lake City s'appellerait. Vous pouvez aller lire surtout sur le hockey. C'est une idée de Pascal que j'ai prise pour un texte. J'aime particulièrement Red Rocks. Puis ouais, ce serait cool. Ghost Rider, mais ça arrivera pas, là. Mais Ghost Rider, c'est comme nice! Juste ce que tu pourrais faire comme équipement. Puis en tout cas, ça pourrait être cool. Autre petit sujet avant d'entrer dans le vif de notre menu pour l'épisode, la surprise en Suède du côté de la SHL, Adam Engström au sein de Rögle qui n'a pas perdu un seul match en série. C'est incroyable ce qui se passe présentement du côté du défenseur, c'est fou raide. Ah, c'est vraiment bon. Puis tu sais, j'ai regardé le match aujourd'hui, le 4e match, puis qui ont gagné, ils perdaient 2-0, ils ont remonté, puis ils ont fini par gagner 4-2, je me souviens bien. Et Engström a été utilisé comme un joueur de 3e paire, mais à chaque fois qu'il était là, il créait quelque chose. Sa passe sur le premier ou le 2e but, je me rappelle pas de l'équipe, je pense que c'est juste le 2e but. La façon qu'il l'a vendu, il l'a envoyé en transversal, puis ça a fait, je pense que c'est le premier but. Ça a fait un tir sur réception, puis tout. C'était vraiment beau, sérieusement. Puis tu sais, c'est tout un gars que j'ai vu comme un 3e paire avec peut-être un 2e avantage numérique parce qu'il joue une game safe puis qu'il est capable quand même de transporter en rondelle. Mais de plus en plus, je l'écoute en série et en fin de saison aussi. De plus en plus, je me dis, il y a quelque chose d'offensif de plus que ce que je pensais. Tu sais, mettons plus que Harris. Tu sais, Harris, il est capable de jouer en offensive, mais tu sais, en Ligue nationale de hockey, c'est pas mal plus difficile. Je pense que Engström a un petit edge sur lui. Il devient de plus en plus déceptif, de plus en plus trompeur avec la rondelle. Puis les transversales, les fake shots, ou bien les no-look passes, les passes sans regarder. Ça se passe super bien pour lui. Puis en plus, défensivement, avec son bâton, sa mobilité pour le cône, le bord, pour amener le monde sur le bord de la bande. Ça se passe vraiment bien. J'aurais aimé ça le voir, mais je pense qu'ils ont préféré utiliser les vétérans. Puis écoute, ça fonctionne. Ils ont gagné 4-0, puis ils ont 10 victoires, 0 défaites en 3 rondes. C'est fou, là. Il était 9e. Il était la dernière équipe qui se sont qualifiés pour les séries. C'est comme... Puis ils n'ont pas eu un parcours facile. Non, pas tout. Ils ont battu la première, puis la 2e. Écoute, ils vont se prendre contre Frölunda ou Skellefteå. En finale, on va le savoir incessamment. Je pense que c'est 2-1 pour Skellefteå. Donc, vraiment un bon parcours. C'est dommage pour Philip Eriksson, qui a très bien fait aussi. Je pense qu'il y a eu 2 contre 1 dans ce match-là. Puis la passe venait jamais vers lui. Il aurait vraiment pu compter des buts ou avoir des points, peu importe. Puis en défensive, ça va super bien pour lui aussi. C'est un gars rapide. Tu sais, c'est plate qu'il ait perdu, mais je suis vraiment content de sa saison. Puis il a été utilisé sur le 2e trio à la place de Noah Sloan.
Je pense que c'est Northland qui a remplacé. Donc, ça s'est bien passé. Il y a la confiance des entraîneurs. Il n'a pas été beaucoup utilisé, ce match-là. Parce qu'il veut pas, il fallait qu'il gagne. Mais tu sais, le dernier match, il avait scoré 2 buts. Fait que je pensais qu'il allait plus utiliser que ça. Mais faut comprendre les entraîneurs. Donc, très bon match, très bonne série. Puis, c'est très, très, très encourageant pour la suite des choses. Là, Engstrom s'en va en finale. Il aura probablement pas le temps de venir en Amérique du Nord, puis c'est pas grave, il va se préparer pour cet été, puis il va arriver au camp l'année prochaine, puis il pourrait très bien mêler les cartes si ça va bien. Mais au pire, il ira à la balle, ça presse pas. Ouais, ben c'est dommage effectivement pour le Rocket. On s'attendait à voir Engstrom parce que en fait en série, on s'attendait peut-être à ce qu'il sorte en première ronde. Fait que tu sais, rendu là, c'est dommage, mais c'est profitable pour la progression comme tu le dis. Ouais, il aurait très bien pu ne pas participer aux séries, vu qu'il était 9e, il faut qu'il se prenne Ouais. contre la 8e, puis c'est lequel des deux, la Ouais, play-in, dans le ouais. fond. Ouais, c'est Puis ils ça, ont ben gagné. ouais, exact. Fait que 8e. non, c'est vraiment une très belle surprise en Suède, puis Puis, très vraiment, plaisant pour sa progression. yes. Alright. Sujet principal, bilan de saison des espoirs des Canadiens dans la CHL, puis on est conscient qu'il y a des séries qui sont en cours. Donc, les prochains épisodes, on va faire un peu comme avec Engstrom. On va revenir un peu sur le rendement des séries des espoirs dans la CHL. Présentement, il y a Florian Jacquet et Cédric Guindon qui ont vu leur saison se terminer. Owen Beck, Philippe Méchard, Daniel Sobolev qui joue avec Beck sont toujours en action et Quentin Miller qui est blessé actuellement. Donc voilà, on va commencer Pascal avec Owen Beck justement. Transaction pendant la saison au sein de la puissance qui est le Spirit de Saginaw. Ça y a fait du bien honnêtement de passer d'un club avec un système plutôt fermé qui pratique un bon échec avant, qui axe son jeu sur le jeu physique pour arriver à une formation vraiment plus offensive avec du talent dans l'alignement, de la relance de qualité avec notamment Zane Parek qu'on surveille pour le repêchage 2024. Donc c'était évident que Owen Beck allait exploser offensivement. Puis on n'a pas été déçus là, justement de sa deuxième moitié de saison. Là. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, on a parlé quelques fois aussi, là, justement, de son apport, là, à Owen Beck, avec le Spirit. Ça se passe super bien. Puis en série aussi, il y a vraiment un rôle important pour l'équipe. Il y a un bon rendement offensif et défensif. C'est des mises en jeu. Ça se passe bien. C'est sûr que la production est meilleure. Puis on voit qu'il essaye plus de choses. Mais tu sais, c'est pas, mettons, une production qui découle d'une augmentation de son talent ou de son potentiel offensif. Là. C'est vraiment de son intelligence, de sa force physique accrue aussi, puis le fait qu'il joue un peu plus de pace, si on veut, en offensive, vu que l'équipe a plus de rythme en offensive, puis en transition. En transition. Donc, tu sais, faut pas s'attendre à ce qu'il devienne son deuxième trio. Tu sais, on se posait la question sur son pêchage l'année d'après. Est-ce que c'est un gars de milieu d'alignement, troisième, quatrième? Moi, je pense vraiment plus vers troisième trio parce qu'il manque un peu d'offensive. Mais sérieusement, je pense qu'il va être quand même capable d'engranger les points de par son intelligence puis de son implication dans le jeu. Parce que les buts, les points, c'est pas toujours parce que tu crées des jeux. C'est parce que tu joues bien la game, puis que tu distribues la rondelle, tu prends les bonnes décisions. Des fois, la plupart du temps, c'est parce que tu prends une décision intelligente, safe, ça te fait un point secondaire, ou bien que ça te fait un rebond, ou whatever. C'est un gars qui joue dans le trafic, en périphérie, il peut tout faire sur la glace. Fait que tu sais, je m'attends quand même à une troisième trio, puis je pense pas me tromper là-dessus. Est-ce qu'il va jouer dès l'année prochaine dans le National de hockey ou à Laval? Je pense qu'il va passer par Laval, mais il va quand même avoir une audition à mes yeux pour jouer à Montréal. On verra bien ce que ça va donner. Parce qu'il faut qu'il force la main du DG à trader Dvorak ou à mettre Evans à droite. Je pense pas que ça va arriver parce qu'Evans a vraiment une bonne saison. Mais il faut qu'il force la main. Puis est-ce que ça va arriver? J'espère. Mais sinon, Laval, ils vont avoir une équipe vraiment le fun à regarder. Il vient de se faire scorer, justement. Ouais. C'est ça.
La course aux séries se corse pour le Rocket. Ouais. Puis, tu sais, on parle d'Owen Beck à Laval l'année prochaine, mais information qui a sorti aujourd'hui, 11 avril, au moment d'enregistrer l'épisode. Oliver Kapanen qui signerait son contrat d'entrée avec le Canadien à la fin de la saison, mais pour l'année prochaine, ce serait le CH ou la SHL. Parce qu'il y avait une rumeur qu'il allait rejoindre l'équipe de son père, Kimmo Kapanen, à Timrå dans la SHL, puis ce serait presque confirmé. On s'attend à ce que le CH le signe, l'amène au camp, et s'il ne se taille pas une place, ce qui risque d'arriver là, au final, qu'on le prêterait à l'équipe de Timrå. Donc c'est une candidature au poste de centre en moins pour le Rocket. Fait que j'ai comme l'impression justement que on peut peut-être s'attendre à ce qu'Owen Beck rejoigne le Rocket l'année prochaine. Puis Kapanen s'est dit, ben tu sais, j'aurai pas le temps de jeu pour jouer à Laval de toute façon quand je regarde l'effectif qui s'en vient et qui est là présentement. Fait que j'ai comme l'impression qu'on risque pas de voir Beck dans la Ligue nationale l'année prochaine. À moins d'un camp incroyable, évidemment. Ouais, c'est ça, faut vraiment qu'il force la main. Puis tu sais, Kapanen, ça me dérangerait même pas qu'il fasse pas le camp à Montréal ou à Laval. Qu'il commence directement en Europe parce que les camps commencent quand même assez tôt. Donc rentrer dans vu que c'est une nouvelle ligue, là, tu sais, change de ligue en Amérique du Nord, change de ligue en SHL, tu sais, c'est 3 ligues là, en peu de temps avec la Liga. Là. Fait que je détesterais pas qu'il commence en SHL, peu importe ce qui arrive, mais son style défensif, peu de temps de possession, fait en sorte que je pense que ça va quand même bien aller. Mais j'ai quand même hâte de voir là, en Amérique du Nord qu'est-ce que ce style-là va faire. Mais comme on a déjà parlé, je le vois pas en haut d'un 4e trio. Fait que on verra bien. Ça n'aurait pas été dégueu quand même à Laval, mais je peux le comprendre sérieusement. Parce que ils voient, mettons, le 21, le Kidney, ou bien ils voient tout le monde là, qui joue dans le bottom 6. C'est probablement que ça ne tente pas tant que ça de faire ça. Fait que je comprends. Puis Tim Ross, c'est une très bonne affaire qui aille là. C'est une bonne organisation et tout. Donc, surtout qu'il faut probablement jouer sur top 6 direct en partant. Pas parce que son père est propriétaire, mais parce que il l'a prouvé cette année qu'il était capable quand même de jouer sur un top 6 en Liga. Donc, on verra bien. Ça va être un gros été pour lui, sérieux. Oui, effectivement. Deuxième espoir de la Ligue canadienne qu'on a surveillé pendant la saison et puis qui a rejoint le Rocket de Laval récemment sous un contrat d'entrée, mais un essai professionnel pour le reste de la saison. Florian Jacquet, le frère d'Arber. On parlera pas d'Arber comme dans le point de presse qu'a donné Florian Jacquet. Toutes les questions tournaient quasiment autour de son frère. J'ai pu assister justement à sa disponibilité média. J'aurai l'occasion de renchérir là-dessus. Mais que dire de la saison de Florian Jacquet, outre le fait que sa production offensive a explosé. On l'a tous vu, là. On voit les chiffres. C'est une explosion offensive. Est-ce qu'il y a du contexte à mettre là-dedans? Est-ce que sur la patinoire, il était meilleur que l'année passée? Oui, mais est-ce une progression par l'âge? Moi, je pense que oui. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Pascal. Ben, c'est parce que c'est l'augmentation de responsabilités qui a fait en sorte que il a pris plus de place sur la glace. Mais tu sais, c'est pas un gars qui fait beaucoup de jeux, c'est plus un gars qui termine les jeux, qui crée sa place. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, surtout dans la deuxième moitié de saison. Tu sais, quand un joueur produit à cause de son physique, parce que c'est le cas avec Florian Jacquet, il faut faire attention pour la transition au niveau du jeu nord-américain. Parce que c'est important d'utiliser son physique de la bonne façon, mais quand c'est parce que tu es tellement mature ou ben tu es tellement fort physiquement que c'est quasiment juste à cause de ça que tu produis, ben ça se peut que ça soit pas le cas en ligne américaine, en ligne nationale de hockey, même en ligne américaine aussi, parce que il n'y a pas nécessairement le patin pour suivre le jeu encore. Mais je suis vraiment content de son éclosion, de son développement physique, parce qu'il a fait comme son frère, il a pris 2 pouces à un clignement d'yeux, là. Puis au niveau de sa force physique aussi, il y a du gain à faire. Il faut qu'il devienne surtout plus cut, si on veut. C'est vraiment plus puissant au pouce carré que ce qu'il y a là. Donc, il faut qu'il rentre dans sa shape, dans le fond. Puis cette année,
il a été vraiment important pour son équipe, le leadership, oui, les bagarres, puis le physique, mais tu sais, il a été important pour vraiment compléter. Il a pris sa place au centre, puis il a quand même bien joué sa position. Mais tu sais, ça demeure du junior. Moi, je sais que le Canadien le voit là. Je suis un peu comme Hull, j'en doute. Hull, que t'as participé justement à la rencontre média avec Hull, puis tout. Il a de la misère à le voir au centre à cause de son patin. Mais on verra bien, là. Mais tu sais, je suis juste vraiment content. Faut pas, c'est pas lui qui crée les jeux, c'est vraiment ses coéquipiers, mais il en faut des joueurs comme ça dans la Ligue nationale de hockey, dans le hockey professionnel. Fait que, tant mieux s'il s'en va dans ce rôle-là, mais il y a beaucoup de chemin à faire encore pour être capable de faire ça. Tu sais, Jacky, son patin était bien au-delà Arbor, du patin de Florian en ce moment. Au même âge, Arbor, il patinait vraiment mieux que son frère. Puis ben ça paraît, puis je pense que la transition vers le hockey professionnel va être plus difficile pour Florian, puis c'est pour ça que j'aimerais ça qu'il y ait une autre année dans le junior. On verra bien. Mais tu sais, lui, qui joue sa 4e à Laval ou 3e à Laval, puis qui apprenne le flow professionnel, ou qui joue sur le top 6 dans la ligne de l'Ontario, je pense pas qu'il y ait de mauvaise réponse. Ça va être son camp l'année prochaine qui va tout dire. Fait que je m'attends pas à un avenir incroyable, mais s'il se taille un poste éventuellement, écoute, c'est du cheap labor capable de défoncer des gars. Fait que, tant mieux, mais faut se calmer. Surtout les journalistes, parce que les journalistes, ils voient le nom, ils voient le style. Fait que les frères Jacky sont des gros points focaux là, des partisans. On le voit, nous autres, dès qu'on fait un texte qui a Jacky, Florian ou Barber, écoute, ça fait des vues et des vues de plus que n'importe quel autre texte. Fait que, ils savent, les journalistes aussi, l'attention que ces joueurs-là attirent est vraiment top-notch. Fait que on souhaite tout que ce gars-là parvienne à la Ligue nationale de hockey pour X raisons. J'ai j'ai regardé Florian Jacky en analysant notamment Marek Vanacker pour le repêchage 2024, puis j'étais d'accord avec, parce que après le point de presse, j'ai été lire le texte d'observation que tu avais fait, parce qu'il y a une phrase qui m'a accroché, puis je savais que tu en avais parlé aussi, puis je savais que je l'avais observé, mais je voulais être sûr que les trois, on était sur la même longueur d'onde, puis c'était au niveau du patin, justement. Moi, je trouvais que pour un espoir... Puis là, c'est drôle, hein, parce que il y a eu un texte qui est sorti, je crois que c'est Éric Leblanc d'RDS qui a sorti ce texte-là. Lui, dans le fond, en plus du point de presse de Florian Jacky, il est allé poser des questions à un recruteur de la Ligue nationale pour faire son texte. Puis, ce qui était dit, c'est que je pense que le recruteur disait que pour un joueur de 19 ans dans la OHL, sa saison était pas si incroyable que ça. Puis j'étais tellement content de lire ça parce qu'à chaque fois qu'on le dit, on se sent un peu, pas imposteur, mais dans le sens que on se fait taper sa tête comme de quoi qu'on est trop réaliste, même qu'on est des haters ou de quoi de même de Jacky. Mais ça reste que pour un espoir de 19 ans, qui est entouré de talents offensifs autour de lui, il n'y a rien d'exceptionnel dans sa saison. Il y a eu une progression. Ça, je le dénie pas, là. La progression est là. Mais il n'y a pas, je veux dire, c'est pas une éclosion soudaine que finalement, Jacky, c'est un vol en 4e ronde, là. C'est pas ça pantoute, là. C'est pour ça que c'est un check, ok, il a réussi, malgré le manque de talent à faire ça, parfait. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est là que je veux en venir, c'est la progression par l'âge. Je veux dire, n'importe quel joueur dans la Ligue canadienne de hockey va connaître une progression statistique, là. T'es rendu à 20 ans, si t'es encore en train de marquer 20 points par année, tu seras juste pas repêché, là. Ouais. Fait que tu sais, Jacky a été repêché parce que c'est un profil intéressant, il est capable d'être physique, il a des bonnes mains quand même, c'est un gars qui est bon autour du filet aussi. Ouais. Fait qu'il y avait un profil intéressant à repêcher. Mais là, on se surprend qu'il fasse un point par match dans OHL à 19 ans. C'est un joueur qui est repêché dans la Ligue nationale, là. Il n'y a rien de surprenant là-dedans, là. Au contraire, s'il avait fait encore 30 points,
là, ça aurait été surprenant, puis pas dans le bon sens du terme. Tandis que là, la progression est là en fonction de son âge, en fonction du fait que sa maturité physique est supérieure aux autres joueurs. Puis ça, il en a parlé dans son point de presse, justement. Fait que, tu sais, je vais wrap up un peu quelques points qui sont sortis, là, parce que des fois, on a fait des textes sur Florian Jacquet, puis on se faisait dire, ben, allez donc parler au coach, puis parler aux joueurs pour connaître plus le joueur. Ben, c'est ce qu'on a fait. Puis, honnêtement, Pascal, je suis allé le lire après le texte, puis tout ce qui a été dit dans le point de presse, ça collait à ce que tu avais observé. Puis ça collait au texte que tu avais écrit, puis ça collait pas aux commentaires qu'on s'est fait dire sur les réseaux sociaux. Fait que, rendu là, on a posé des questions aux joueurs, on a posé des questions au coach, puis je veux dire, c'est ce qui est ressorti. Florian Jacquet se catégorisait effectivement comme un late bloomer, dans le sens que à 16 ans, il était dans les plus petits de son âge au niveau des joueurs de hockey. Et puis, à 17 ans, il a vraiment, à la fin de ses 17 ans, c'est là qu'il a fini de grandir. Il a vraiment eu une poussée de croissance très, très tard, ce qui a fait en sorte qu'il n'habitait pas nécessairement son corps rapidement, ce qui fait en sorte que maintenant, il est à l'aise dans son frame, dans son gabarit. C'est ce qui fait en sorte que il était plus à l'aise sur la patinoire. Mais ce qu'il dit, c'est que sa progression offensive est basée beaucoup sur le fait que son entraîneur lui a fait confiance cette année. T'sais, il y avait du temps en powerplay, il y avait des coéquipiers avec lui qui étaient fonctionnels offensivement, puis il y avait, comme il disait, il y avait plus de puck touch, fait qu'il touchait plus souvent à la rondelle, fait que forcément il y a des choses qui s'en suivent, puis souvent c'est des points dans ce temps-là. Ouais, pis il est beaucoup en deuxième vague. Tu veux pas le patin est pas là, mais il est beaucoup en deuxième vague. Ça lui donne un avantage sur finir les jeux, puis pour appliquer les mises en échec. Mais c'est quelque chose qui va être difficile à faire chez les professionnels, parce que si t'es trop lent, arriver en retard ne te permettra pas de faire une mise en échec, parce que les gars ne seront plus là. Fait que dans le genre hockey junior, c'est plus facile, mais bref. Fait que il va y avoir une bonne drop de production, je crois. Mais c'est pas impossible que ça remonte éventuellement. Mais oui, c'est sûr. Parlons-en du patin. Par la suite, après que Jacquet a répondu aux questions des journalistes, c'est JF Hull qui s'est présenté devant nous. Puis, les classiques questions, comment as-tu trouvé Jacquet et tout. Puis, là, c'est sûr que l'entraîneur-chef mentionnait que c'est juste une pratique, premièrement. Ouais. Fait que l'important, c'est qu'il s'acclimate aux joueurs, qui s'acclimatent au système. Fait que ça presse pas de l'envoyer dans la mêlée. Là, on dira qu'il aurait dû l'envoyer parce que le Rocket perd 4-2 au moment de parler. Là, mais... Il gagnait 2-0, les petits maudits. Ouais, ça, c'est un autre paire de manches. Mais Jeff Hull mentionnait que c'était un joueur qui a pas mal paru dans sa première pratique, qui avait des bonnes mains, qui savait se servir de son gabarit. Puis il a dit la phrase suivante. Puis c'était en anglais à la suite d'une question d'un journaliste anglophone. Son patin est OK. Fait que ça m'a comme résonné dans l'oreille parce que je savais que c'était une de ses lacunes. Ouais. Mais dans le même scrum, dans le même point de presse, suite à la question de Guillaume Lefrançois, semblerait que le Canadien voit Florian Jacquet comme un joueur de centre. Lui mentionne que il a répondu positivement au rôle de centre qu'on lui a donné, puis que ses points en témoignent, puis que son travail en zone offensive en témoigne aussi. Puis je suis pas en désaccord quand même, je trouvais qu'il patrouillait bien l'enclave quand même, puis qu'il allait bien devant le filet et tout. Mais là, on vient avec ses problèmes de patin. Tu sais, je suis désolé, mais un joueur de centre se doit de patiner sur 200 pieds, puis si t'accuses un retard sur le jeu déjà en partant, ça va être difficile de venir en support à tes défenseurs dans la zone défensive, puis après ça, retourner en zone offensive. C'est même dans le junior, dans sa zone, il jouait pas nécessairement en tant que centre souvent, parce que ses ailiers étaient vraiment responsables, et que ça l'aidait beaucoup à prendre, tu sais, à jouer dans sa zone, mais tu sais, il jouait pas... Oui, il était centre, mais c'est plus une lettre sur un feuille de papier que nécessairement un rôle sur la glace pour l'aspect défensif. L'aspect offensif, j'avais pas de misère vraiment. Mais on verra bien ce que ça va donner. S'il est capable, écoute,
Un centre de 6 pieds 4 qui est capable de se battre puis faire un peu n'importe quoi niveau physiquement. On va le prendre, surtout à Laval. On verra plus tard. Ouais, puis Jean-François Houle mentionnait que pour l'instant, le voyait plus à l'aile parce que il faut qu'il apprenne le système. Ben oui. Il disait que la position de centre, c'est une position qui est difficile à jouer. En plus que là, tu arrives dans la Ligue américaine. Tu sais, il mentionnait mot pour mot, là, c'est un joueur qui arrive du junior, la position de centre est difficile à jouer, surtout dans la Ligue américaine, puis il connaît pas encore le système. Fait que pour l'instant, on le voit à l'aile. Fait que tu sais, c'est comme un peu une identité à découvrir là, dans le cas de Jacky, mais est-ce que c'est pour autant de la polyvalence? T'sais, moi, je pense qu'on l'a mis au centre cette année dans le junior parce que c'est un gabarit d'homme, un gabarit de ligue américaine dans une ligue junior que tu peux te permettre de jouer au centre. Mais là, au prochain niveau, je pense que ses habiletés individuelles dans lesquelles il y a une carence lui permettraient pas nécessairement d'être efficace au centre. Je crois aussi. Donc voilà pour Florian Jacky. Vous pouvez consulter également un texte là, que j'ai écrit sur sa première disponibilité média. Pour l'instant, avec le Rocket, on n'a aucune idée s'il va être utilisé ou non dans l'alignement. C'est vraiment un mystère. Parlant de joueurs de centre, Philippe Méchard, il s'est fait quand même un petit peu pas poivré, là. Je cherche un mot pour identifier ce qui s'est passé dans le cas de Méchard. Il s'est fait pointer du doigt, en fait, disons-le ainsi, pour sa production offensive avec les Rangers de Kitchener. Pendant une bonne séquence, il produisait plus pendant la saison. Honnêtement, le 3/4 de sa saison jusqu'à un petit peu après les fêtes, ça allait super bien. Production offensive était là. Tu sais, Méchard, c'est un joueur. Moi, je l'ai regardé jouer plusieurs fois cette année, notamment pour des Game Reports. Puis c'est un peu le même type de joueur qu'on voit depuis la dernière année. Finesse, efficace en possession de rondelles, des bonnes mains, encore en périphérie, malheureusement. Mais à un moment donné, il faut décrocher. Là, il coupera pas tout le temps dans le centre. Mais il le fait. Il le fait quand même. Fait que, tu sais, est-ce que c'est attribué à la progression par son âge? Je pense que oui. Mais on l'a mis au centre du deuxième trio avec Edward Chalet puis Misaljevic. Puis c'est là que ça s'est éteint. Offensivement, c'était ordinaire. Edward Chalet, depuis son arrivée dans la Ligue canadienne, c'est zéro open bar. Pourri. Ouais. Honnêtement, c'est décevant cet espoir-là. Comment on pensait que d'avoir joué dans le professionnel en République tchèque allait l'aider puis ça allait lui permettre de dominer dans la Ligue canadienne, puis c'est vraiment pas le cas, du moins offensivement. Fait que Méchard, oui, ça l'a affecté sur sa production. Mais le jeu à Méchard, pendant sa léthargie, c'était bon. Ben oui, ça a tombé exactement au moment où il a fallu que je fasse un game report pour un Patreon. Puis honnêtement, il jouait bien. Puis j'ai préféré le voir jouer au centre parce qu'il y a plusieurs de ses lacunes qui étaient couvertes puis qui étaient même moins présentes dans son jeu quand il jouait au centre comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans l'ensemble, je suis content de sa saison, mais là, il est temps qu'il passe à la prochaine étape. La prochaine étape, pour l'instant, c'est les séries. Ça se passe quand même bien. Ça va quand même bien pour lui en série. Je suis content. Mais c'est le temps qu'il passe au hockey professionnel. Puis d'après moi, il le sait. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il manque un petit step, dans le fond, un petit edge dans sa game dans le junior. J'espère que ça va arriver dans la Ligue américaine, mais j'ai pas tant d'attente personnellement sur Méchard. Après sa sélection, j'étais pas nécessairement le plus content. Je pense qu'on est plusieurs. Mais j'y laisse quand même la chance. Parce que son premier camp, c'est quand même très bien passé. Mais là, c'est 2 saisons en la Ligue d'Ontario. On a plusieurs points d'interrogation. Faut vraiment le voir dans un contexte plus difficile pour lui. Donc, je pense que ça va le craquer un peu. Il va arriver à Laval. Il va probablement rester à la même place que Slavkovski. Ça va probablement l'aider à devenir un professionnel encore plus que Slavkovski il l'est depuis que 14 ans. Il reste ça depuis que 14 ans. Donc, de rester avec son pote, ça va probablement l'aider. Donc, cette saison-ci, je l'ignore pas. Mais c'est juste là faut le voir ailleurs. Faut vraiment le voir à Laval puis
peu importe son rôle, il va falloir qu'il step up un peu dans pas long. On a souvent trouvé que Méchard, au niveau du support qu'il offre le long des bandes, c'était difficile. Ouais. Parce que quand tu joues à l'aile, forcément, la sortie de zone passe par toi, normalement, là, dans un jeu, dans un système assez basique. Puis, quand la sortie de zone part de l'ailier, ben, forcément, tu reçois la passe, t'es le long de la rampe. 3/4 du temps, quand même assez régulièrement, puis la pression s'en vient. Fait que si la pression arrive trop rapidement, ben souvent tu vas aller te coller sur la bande, puis là, s'ensuit une bataille pour la rondelle. Méchard, dans ce temps-là, il était pas très efficace, honnêtement. Là, tu le mets au centre, puis j'ai trouvé que, tu sais, il n'y avait pas nécessairement besoin d'entamer les batailles pour la rondelle le long de la rampe, mais il venait en support à son coéquipier pour la bataille. C'est là que je le trouvais plus efficace dans ses batailles. Parce que c'est pas un gars qui va utiliser son gabarit pour protéger la rondelle puis qui va sortir d'un coin en utilisant son gabarit. Mais c'est un gars qui est assez intelligent puis assez habile avec son bâton pour soutirer la rondelle quand la bataille pour la rondelle est déjà entamée. Fait que quand l'ailier, exemple, Charlie ou Mislievich, entamait la bataille pour la rondelle, t'avais Méchard qui arrivait comme troisième homme, puis souvent il était capable d'enlever la rondelle puis partir avec. Puis à ce moment-là, quand il y a la rondelle sur la palette, c'est là qu'il devient efficace. Fait que c'est là que je trouvais que sa petite carence au niveau des batailles pour la rondelle était camouflée par le fait de jouer au centre. Puis je pense que c'est un gros point positif pour savoir est-ce qu'on met Méchard au centre ou à l'aile dans le hockey professionnel. Tu sais, à l'aile, s'il est pour conserver des rondelles le long de la bande, il va se faire tuer dans la Ligue américaine. Fait que rendu là, t'es mieux de l'avoir comme troisième homme dans une bataille pour la rondelle, puis d'y aller un petit peu sneaky avec le bâton et tout, que d'entamer une bataille. Plekanec faisait ça pas mal aussi. Mais il faisait beaucoup ça à son année de repêchage en Slovaquie. Dans la Ligue professionnelle de Slovaquie, il faisait ça tout le temps un peu en périphérie, pas loin de la rondelle, quand la rondelle allait était libre et tout. Mais le fait qu'il était sur les grandes glaces, ben ça aidait pas parce qu'il y avait trop d'espace libre. Fait que ça réduisait un peu son efficacité. Donc ces petites glaces, ça risque d'être un peu mieux. Surtout s'il prend l'information comme il faut puis qu'il est capable de prendre la décision d'envoyer un coéquipier, peu importe. Là. C'est peut-être un style qui va être un peu mieux dans la ligne américaine. J'ai hâte de voir. J'aime bien ton observation. Cédric Guindon. Pour ma part, saison décevante. J'ai pu l'observer à quelques reprises en regardant Carter George, en fait. Gardien de but admissible au repêchage 2024. Cédric Guindon, c'est pas compliqué. Là. Moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon joueur junior, mais that's it, ça s'arrête là. Moi, j'y offrirais même pas de contrat à la fin de l'année. Puis s'il n'y a pas de contrat cet été, ben il peut retourner au repêchage en tant que joueur de 20 ans. Offensivement, Owen Sound, j'ai trouvé que ça avait stagné beaucoup. Je pensais, mettons, qu'avec Guindon, justement, avec l'expérience, avec Colby Barlow qui était là, qui a encore une saison de 40 buts, je pensais que Owen Sound allait être meilleur que ça. Aucune profondeur défensivement, c'était dégueulasse. Puis Guindon, j'ai pas trouvé que... même dans sa zone, je le trouvais pas si efficace que ça. Encore des petites feintes de finesse de junior que ça passerait pas dans le hockey professionnel. Fait que pour moi, ça a stagné beaucoup dans le cas de Guindon cette saison. Ouais, c'est pas vraiment... là, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mes garçons qui hurlent en haut. Il est avec ma blonde, c'est correct. Mais oui, je suis pas non plus, ça sert même pas à rien de l'avoir comme cheap labor là, à Laval ou whatever. Là, je pense pas qu'il va avoir un contrat. Ça sera déjà signé si c'était le cas. Donc, c'est pas. Depuis son repêchage, j'étais comme, on va y laisser le temps, mais tu sais, il y a tellement des joueurs comme ça dans l'organigramme des Canadiens que je vois pas nécessairement se faire une place. Puis c'est exactement ça qui arrive en ce moment. Donc, too bad, mais oui, il va retourner au repêchage, selon moi, là, on verra, là, mais il y a tellement de jeunes qui s'en viennent, qui ont besoin d'un contrat, que je vois pas comment ils pourraient en avoir un. Non, c'est ça. Tu sais,
c'est niaiseux, mais tout à l'heure, on parlait de Florian Jacquet, qu'on le voit pas au centre nécessairement, à cause de son patin et tout. Mais le patin peut amplement s'améliorer pendant l'été. Puis rendu là sur une 4e ligne dans la Ligue américaine. Là, présentement, le 4e centre, là, c'est Riley Kidney. Pour moi, c'est pas nécessairement le profil type d'un 4e centre dans la Ligue américaine. Fait que si ton 4e centre, t'as le choix entre Guindon et Jacquet, rendu là, j'aime quasiment mieux avoir Florian Jacquet comme centre sur ta 4e ligne plutôt que Guindon, qui est un bon joueur junior, mais that's it, t'sais. Puis, on a souvent parlé de Guindon comme étant un excellent joueur sur 200 pieds. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'ai vu dans les observations que j'ai faites cette saison. Je trouvais qu'il focusait beaucoup sur avoir la rondelle, faire des petites feintes par-ci par-là, de la finesse. Il est pas mauvais en transport de rondelle, mais dans sa zone, je l'ai pas trouvé si efficace que ça. Puis en plus, c'est sûr que là, à One Sound, c'était pas une grande saison, mais je pense qu'il a fini la saison avec moins 30 ou moins 40 de différentiel. C'était pas yard ben. Donc non, c'est ça. Puis Cédric Guindon, comme je le disais plus tôt, admissible au repêchage. Donc si le CH décide de ne pas le signer, je pense que c'est le 1er ou le 15 juin. Bref, c'est vraiment avant le repêchage. S'il n'y a pas de contrat d'ici là, Cédric Guindon pourrait être repêché de nouveau. Puis je me pose la question s'il va être repêché de nouveau. Je me pose vraiment cette question-là. Mais ça va être à suivre cet été. Danil Sobolev, défenseur qui joue avec Owen Beck. C'était un défenseur qui était pas prometteur là, nécessairement, mais on s'attendait à avoir un défenseur physique et offensif en lui. Puis à Saginaw, c'est une formation qui est très axée sur l'offensive, sur la relance et tout. Puis Sobolev n'a pas été nécessairement en mesure de se démarquer à Saginaw plus que ce qu'il faisait dans son ancienne formation. Je crois qu'il était à Windsor de mémoire. Mais ma mémoire peut faire défaut parfois. Puis moi, Danil Sobolev, hint, rapide, mais on m'a déjà dit sur le side que après ces 2 premiers camps, il faudrait que je revoie quelques textos qui datent de combien de temps. Mais bref, on m'a déjà dit qu'après des camps de développement, l'organisation regrettait quasiment d'avoir repêché Sobolev. C'était un défenseur que ça n'a pas vraiment plu au niveau du personnel de développement. Fait que moi, je m'attends vraiment pas à avoir un contrat dans son cas là, du côté de Sobolev. Là. Je sais pas ce que tu as dit, mais je suis d'accord avec toi. Juste sur la dernière phrase, mais non, je pense pas non plus. Il a été repêché, je pense qu'il n'avait pas joué cette saison-là. Donc, il m'a amené. Pourquoi? Non, c'est ça. Pourquoi? À un moment donné. Si tu veux qu'on fasse. Alors, on a une question intéressante, Pascal, dans le chat de Patreon. C'est Pierre-Luc qui nous demande ça. Il resterait 5 contrats à donner avant les joueurs autonomes. Puis ça, c'est sans compter Florian Jacquet et Hudson. Fait que dans l'optique que Florian Jacquet, en fait, il y a un contrat, là, mais mettons qu'on rajoute Hudson. Fait que est-ce qu'on donne un contrat à Luke Tuck, un contrat d'entrée pour la prochaine saison? Je pense qu'il va être signé, oui. C'est un genre de joueur qu'on n'a pas trop, là, c'est-à-dire que quand je dis qu'ils n'ont pas trop, c'est-à-dire gabarit, patin correct, capable quand même de jouer dans les deux sens. Même si je ne vois pas nécessairement de futur dans la Ligue nationale de hockey, je pense qu'ils vont le signer puis ils verront au niveau du développement. Là. Mais tu sais, c'est pas upgrade, mettons, à Heinemann. Selon moi, là, vraiment pas. Donc, j'ai pas grand espérance sur lui. Il jouera dans le bottom 6 l'année prochaine à Laval, puis c'est tout. Mais oui, je pense qu'il pourrait y donner un contrat. Oui, ça gruge un contrat de plus sur les 50. Mais il y a des affaires qui vont se passer à Montréal cet été ou à Laval. Il y a des contrats qui vont partir, il y a des joueurs qui vont être échangés.
qui vont peut-être être signés. Je pense pas qu'il va y avoir énormément de signatures. Je pense plus que ça va être des transactions. Mais je pense que ça vaut la peine quand même. Cheap labor. Ouais, puis d'ailleurs, merci Pierre-Luc pour ta question et merci aussi de me remettre à l'ordre. Parce que Daniel Sobolev, c'était pas avec Sagina qui jouait. J'ai tendance à vraiment mélanger Spitfire puis le Spirit. Ouais. Il jouait à Windsor l'année passée, puis cette année, il a joué à Niagara, qui est la pire équipe de la OHL. Puis après ça, il a rejoint Brentford. Fait que c'est là que je l'ai vu jouer en regardant Vanacker puis Jacky, mais tu sais, c'est ça, l'analyse demeure la même. C'était une formation relativement offensive, moins que Sagina, on s'entend, mais quand même, la production est encore similaire, puis l'aspect physique était là, mais sans plus. Fait que, il y a pas, tu sais, en 3 saisons dans OHL, il n'y a pas vraiment de progression. Puis déjà, après ces camps de développement, on regrettait un peu d'avoir sélectionné ce gars-là. Fait que, Il était bon pour bloquer des shots. Il bloquait des shots. C'était pas mal la seule affaire. On pensait qu'elle allait être plus physique que ça, parce qu'il avait été en Russie. Puis ouais, puis c'est vrai. C'est vrai, c'est un bon point que tu dis parce que ça me fait penser dans le. Il y a eu un sondage au niveau des entraîneurs de la OHL et le seul espoir des Canadiens qui a été nommé c'était un sondage différentes catégories. Il fallait qu'ils donnent des votes pour 3 joueurs. C'était des top 3 par catégorie. Fait que meilleur lancé, meilleur main, meilleur gardien, peu importe. Et le seul espoir qui a été nommé, c'est Sobolev dans les block shots. C'était le seul. Puis ça, c'est un Christy de vol pour Owen Beck, by the way, parce que j'ai fait l'exercice dans le texte que j'ai fait. Puis Beck avait vraiment une meilleure efficacité sur les mises en jeu que 2 des 3 nommés dans la catégorie des meilleurs sur le point de mise en jeu. Fait que il s'est fait voler pour ça. Honnêtement. Ouais, mais c'est qu'on fasse. Ouais. C'est pas tant grave, je pense. Dernier espoir de la CHL, Quentin Miller. Ça va être assez rapide, je dirais. Gardien de but qui a été échangé avec Rimouski. Il a connu un bon début de saison avec les Remparts, puis j'étais quand même surpris parce que les Remparts avaient pas une grosse formation cette saison. La reconstruction a frappé dur à Québec. Puis Quentin Miller avait quand même un bon rendement sur la patinoire. Il était quand même capable de garder son club dans le match et tout. Puis je pense que je dirais pas que c'est pour ça qu'on a rushé la transaction, mais tu sais, ça pressait pas de l'échanger à Rimouski. Tu sais, Rimouski, l'année prochaine, c'est eux qui reçoivent la Coupe Memorial. Puis les rumeurs qui envoyaient Miller à Rimouski, c'était persistant dans le fond. Là. C'était quasiment une formalité pour que les deux équipes transigent. Puis finalement, on a décidé de procéder à la transaction cette année. Est-ce que c'est parce que Quentin Miller volait trop de victoires au rempart dans la reconstruction? Je peux pas dire, là. Je peux pas dire, tu sais, j'ose croire qu'ils ont fait la transaction parce que c'était le meilleur package qu'ils pouvaient recevoir pour Miller. Mais arrivé à l'Océanique, début difficile un petit peu. Je pense que ça a été peut-être un petit peu difficile de s'adapter, soit au système ou à la nouvelle équipe et tout. Ses premiers matchs, c'était pas incroyable. Puis pourtant, Rimouski avait une meilleure formation que les Remparts. Mais ça s'est replacé pendant la saison. Malheureusement, a été blessé à quelques reprises à la fin de la campagne. Fait que on salue ceux qui sont en vidéo là, on salue le chat à Pascal en arrière. Les deux chats. Mais bref, c'est ça dans le cas de Quentin Miller, ça s'est replacé à la fin de la saison, mais les blessures s'en sont suivies. Généralement, c'est un gardien de but qui a montré de bons déplacements dans sa technique. Il anticipe bien les passes puis les rebonds dans le trafic. Je dirais que il n'est pas toujours en contrôle des rebonds ou c'est qui dirige les rondelles suite au lancer, mais il a quand même une bonne anticipation, ce qui fait en sorte que quand il donne des juteux rebonds dans l'enclave, il est capable d'exploser au bon moment parce qu'il cible bien la rondelle dans le trafic. Fait que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Mais tu sais, honnêtement, dans l'organigramme du CH, Quentin Miller,
pense pas qu'il fasse la Ligue nationale, là, honnêtement. Du moins pas avec le Canadien. Puis, c'est dur de projeter un gardien, je le dis tout le temps. Puis ceux qui ont regardé le top 10 des meilleurs gardiens sur Patreon, je le dis très, très, très souvent. Là. Mais projeter un gardien de but quand il a 19-20 ans, comme un numéro 1 ou un auxiliaire ou un ci ou un ça dans la Ligue nationale, c'est presque impossible à faire. À moins que le gardien soit élite. Puis c'est pas le cas dans le cas de Quentin Miller. C'est un bon gardien junior, mais je me garde des réserves pour le hockey professionnel. C'est pas un joueur que j'ai porté beaucoup attention Quentin Miller quand j'ai regardé la Q, donc je peux rien ajouter autre le fait que je pense que le Canadien est bien nanti au niveau du gardien de but, puis il n'est pas un facteur pour l'instant dans ce constat-là. Je m'en vais regarder s'il y a des questions avant de lancer le sujet du jour, parce que je l'ai gardé en fin d'épisode, parce que je voulais pas décourager les gens qui écoutent en direct. Puis je me disais que si on se fait mal citer, ça va être en début d'épisode et non à la fin. Mais Pierre-Luc pose une bonne question, Pascal, dans le chat. Bradley Nadeau va-t-il rejoindre l'Océanique pour l'année prochaine? Bradley Nadeau qui a signé un contrat d'entrée avec les Hurricanes de la Caroline, donc quitte la NCAA, donc est admissible à rejoindre l'Océanique de Rimouski, qui détiennent les droits de l'attaquant du Nouveau-Brunswick. C'est une possibilité. Oui. On n'a pas d'informations particulières. Je dirais pas que j'ai pas travaillé pour avoir des informations parce que je mentirais. Mais malheureusement, j'ai pas eu de réponse à mon courriel. Je voulais faire une entrevue avec Bradley Nadeau pour parler de sa progression de la BCHL à la NCAA au hockey professionnel. C'est une ascension fulgurante pour lui. Une saison dans BCHL, se fait repêcher première ronde, domine la NCAA à l'université du Maine, joue avec son frère, finalement décide de signer son contrat d'entrée. J'avais contacté Qui de droit pour faire une entrevue avec lui et parler à son agent également. Puis assurément que je me serais informé pour l'Océanique. Malheureusement, on est des blogs, fait qu'on n'a pas eu de réponse. Exact. Donc non, Pierre-Luc, j'ai pas de réponse par rapport à ça, mais c'est une possibilité quand même. Ça a été parlé entre le président ou le DG de l'Océanique. Je pense que c'est le DG, en fait, parce que le président, c'est pas Jacques Tanguay. Je pense que c'est Jacques Tanguay. Bref, c'est le DG qui a parlé à Don Waddell l'année passée. J'avais lu dans un texte de Rimouski que ça avait été adressé, mais que c'était pas dans les plans vu qu'il allait en NCAA. Est-ce que ça va changer? Ça va être à suivre pour la prochaine saison, ouais. Mais ça serait toute qu'une acquisition pour les autres de la Coupe Memorial. Là. Ouf! Ouais, puis tu sais, ce qui donne un petit plus, mettons, à cette situation-là, ce scénario-là, c'est le fait que les Canes n'ont pas d'équipe dans la Ligue américaine de hockey. Ouais, exactement. Fait que moi, je trouve ça vraiment de la merde. Sérieusement. Ils pourraient jouer dans la grande ligue, là, mais écoute, là, passer de la BCHL à la NCAA à la NHL en 3 ans, 2 ans et demi, plus ou moins optimal. Tu sais, ça demeure un bon prospect, là, mais c'est ça. On verra bien. Là. Ça dépend où qui est prêté dans la Ligue américaine. S'il est prêté dans la Ligue américaine. Moi, ce concept-là me gosse un peu, là, mais bon, bref, les Canes font jamais rien comme tout le monde. Ouais. On verra bien. Moi, personnellement, je trouve pas que ça serait d'y rendre service, effectivement. Parce que s'il y a une chose que Bradley Nadeau nous a montré dans les 2 dernières saisons, c'est qu'il peut produire offensivement. Qu'est-ce que tu as à gagner à aller dominer, torcher, détruire la LHJMQ? Tu sais, ce gars-là, il pote 150 points l'année prochaine à Rimouski. Là. Ça change quoi? On le sait qu'il produit offensivement. Il l'a fait en NCAA. Tu sais, oui, on pouvait avoir des doutes parce qu'il sortait de la BCHL, mais il a produit en NCAA. T'es rendu là, passe professionnel. Retourne pas dans la LHJMQ pour aller ramasser tes points. On le sait que tu produis offensivement. Est-ce que tu es capable de produire dans un calibre rapide et physique? Ben, plus rapide et plus physique, c'est pas la définition de la LHJMQ, là, mais pas du tout. Fait que je pense pas que ça y rendrait service. Non plus.
Alright, dernier petit coup d'œil avant de regarder Pierre-Luc qui nous dit que ce serait plate pour les SAGs. Effectivement. Pas pire. Sujet du jour, Pascal. On a pensé faire ce sujet-là au dernier épisode. Je me suis rétracté. C'était suite à un texte que j'ai fait sur le site au niveau des... c'était à la suite de la bagarre générale qu'il y avait eu entre les Rangers et les Devils. On voyait les clips qui sortaient partout, les réactions qui ont été en lien avec ça, les 400, 500, les millions de vues qui ont été faites sur ces vidéos-là. Puis je faisais un lien entre les bagarres dans la Ligue nationale, le clickbait et l'hypocrisie que tout ça mène. Puis c'est un peu là qu'on veut aller pour le sujet du jour. Ça touche le hockey un peu, pas tant que ça. Vous allez comprendre que je vais essayer de peser mes mots parce que des fois, on peut échapper quelques paroles. Puis certaines personnes qui peuvent nous contacter en privé pour nous enlever des privilèges parce que c'est déjà arrivé. Je vais essayer de peser mes mots puis pas faire de name dropping tant que ça. Le sujet du jour, la réalité des blogs. On commence avec un premier thème. J'ai séparé ça en 3 thèmes, Pascal. Je tenais à expliquer un peu parce que ça se fait jamais. C'est quand même un mystère comment les blogs fonctionnent. Dans le milieu, les gens le savent. Les lecteurs le savent pas tant que ça. Puis je trouve ça important d'en parler parce que dans le monde des blogs, oui, il y a parfois de l'hypocrisie, puis c'est quand même rare qu'on est transparent sur comment ça fonctionne. Puis comme propriétaire de Tout sur le hockey depuis 2019, puis je gravite dans les blogs depuis 2016, j'écris pour Tout sur le hockey en fait depuis 2016, je trouvais ça important d'adresser comment ça se passe. On a vu la crise des médias, on a vu plusieurs emplois se faire couper un peu partout, puis on a tendance à penser que les blogs, on est invincible, mais c'est pas le cas. Pourquoi le premier thème, c'est l'algorithme? Tout d'abord, je vous fais un petit historique rapide. Les changements sur Facebook, diffusion des nouvelles sur les réseaux sociaux. Il y a eu des grands changements dans les derniers temps. Oui, nos articles continuent d'apparaître sur les réseaux sociaux, mais l'algorithme a beaucoup changé. Nos articles sortent beaucoup moins sur les actualités des gens. C'est pas juste les nôtres. Tous les blogs sont visés par ça. Tous les blogs... Ouais, ish. Douette, mettons. On y reviendra. Un peu plus douette, moi. Ouais, exact. On y reviendra sur tout ça, mais au niveau de l'algorithme, comment ça fonctionne, c'est que plus tu génères de réactions, en fait, sur les réseaux sociaux, plus que tes textes risquent de sortir. Fait que c'est un peu la façon de faire, puis c'est pourquoi il y a beaucoup de sites qui se tournent vers le clickbait, pour faire réagir, pour ressortir dans l'actualité du monde. Fait que souvent, je me fais poser la question, « Hey, je comprends pas, Tout sur le hockey, je vois plus vos affaires sortir sur mon actualité. » Ben, c'est ça. On continue de publier à tous les jours, mais c'est de plus en plus difficile de rejoindre les gens sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on dit souvent, consulter le site directement, liker, partager et tout. Ben ça permet au texte de rester dans les algorithmes puis d'aller rejoindre les gens. Je donne un exemple. Là. Sur Facebook, on a 42 000 personnes qui nous suivent. Puis je vous dirais que si un texte rejoint 10 000 personnes, c'est une réussite. C'est pas un gros pourcentage. Là. Puis ça, on y peut rien. Parce que du moment que le texte est envoyé sur les réseaux sociaux, on n'a plus aucun contrôle sur qui le voit et qui a accès à ce texte-là. Fait que c'est très difficile pour les blogs et pour les médias aussi de rejoindre vraiment les gens. T'sais. Fait que c'est une des réalités présentement qu'on a à dealer avec au niveau des blogs. Puis, c'est pas pour faire pitié rien. On est encore sur les réseaux sociaux.
C'est déjà un avantage. Il y a des médias qui le sont plus pantoute. Mm. Puis ça fait mal pour eux autres. Là, Ouais, parce que le monde est tout le temps là-dessus, tu sais. Il y a des affaires qui sont plus pushées aussi. Un lien vers un site est moins pushé qu'une photo. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de photos dans vos timelines ou de vidéos. Puis le lien est dans les commentaires ou dans le titre. Si tu cliques sur le titre, puis lire la suite, pas le titre, là, mais l'entête, lire la suite, le lien est là, tu vas cliquer dessus. Une photo va se propager vraiment, vraiment beaucoup, puis on le voit beaucoup depuis quelques mois, voire un an, que beaucoup de blogs, beaucoup de médias vont utiliser quasiment strictement des photos pour leur gros texte pour enfoncer ça dans le timeline des gens, puis créer des réactions. Exact. Puis tu sais, pour tout sur le hockey, c'est parfois difficile justement de rejoindre les gens parce que on est un peu le village gaulois dans l'Empire romain. Là. Tu sais, pour vous faire un exemple. L'Obélix, on va le dire. Moi, clairement, je suis Astérix, là. Mais mais tu sais, encore là, c'est toutes des choses qui sont publiques, là. Fait que là, moi, j'ai aucun problème de dire ça, mais tu sais, dans les coulisses, géré par Max Truman, qui est actionnaire majoritaire encore de ce site-là. C'est public, là. J'ai pas de honte à ça. Registre des entreprises du Québec, là, vous allez tout voir ça. Maxime Truman, majoritaire avec Obox Media, qui sont partenaires les deux. Fait que déjà, t'as un partenariat entre deux propriétaires qui gèrent dans les coulisses. Absolument fan, c'est géré par Marco Normandin, rédacteur en chef, que je salue, très sympathique. J'y ai parlé en privé d'ailleurs. Max aussi, j'y ai parlé en privé à quelques occasions. Tu sais, c'est des sites qui sont gérés par des grosses boîtes. T'sais, Max a parti dans les coulisses en même temps que tout sur le hockey. Puis lui, c'est un gars qui étudiait en entrepreneuriat. Fait qu'il a monté son brand puis il a amené ça où on voit dans les coulisses aujourd'hui. N'importe quel entrepreneur regarde ça, part un petit site puis l'amène au rang dans les coulisses. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur façon de faire, c'est une réussite. Niveau entrepreneuriat, réussite solide. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, rendu là, chacun a sa niche. Dans les coulisses, a choisi une niche. Nous, elle est différente, mais tout le monde peut vivre dans la stratosphère des blogs. Quand on revient à Absolument Fan, Marco Normandin, oui, est rédacteur en chef, mais c'est géré par la boîte d'une compagnie qui s'appelle Attraction, qui vient d'être achetée minoritairement par Québécois. Fait que, je vous rappelle, tout sur le hockey est géré par moi-même. Non, c'est ça. On est très loin, là, au niveau de la gestion, là, très loin. Ensuite, t'as Hockey 30. Là, je vais juste parler des blogs là, qui est majoritairement dans la sphère du web, après des meetings avec des experts SEO, puis pour voir le trafic de tous ces sites-là. Là. Je vais juste parler des majeurs, là, parce que tu as des 7e match, t'as Sport Addict aussi, que c'est des blogs qui font leur petite ils roulent leur boss, puis ils ont le droit d'exister. Tout le monde a le droit d'exister dans la sphère. Je vais juste me concentrer sur les gros, là, mais Hockey 30, David Garrel, qui a fait son coming out public récemment via le Stanley 25 podcast, BPM, et etc. Fait que, lui, il a roulé sa bosse. Tout le monde connaît comment que Hockey 30 a grossi. Là. Fait que, ça reste quand même une entité très grosse dans le monde du blog. Puis après ça, t'as les 30 blogs qui appartiennent à HL Media, qui sont propriétaires de Marqueur, Rumeurs de transactions, Abs et LNH, Go Abs Go, Fanadien, Go Nordique, tout. C'est tous des sites qui appartiennent à HL Media. Encore là, c'est public. J'ai le droit de le dire. Ça existe, c'est là. Ces sites-là se donnent du trafic entre eux autres. Fait que tu vas sur Marqueur, il va y avoir un article de rumeurs de transactions. Au final, l'argent qui est généré par rapport à ça, puis j'en viendrai aux revenus, mais ça va dans la même poche. Fait que vous voyez un peu le portrait, là.
la réalité des blogs, c'est un peu ça présentement dans le monde du blog hockey. Là. Je vous dirais que c'est pas mal ça. Puis tout sur le hockey, là, nous autres, on patauge là-dedans. Puis on essaie de sortir dans les algorithmes malgré tous ces blogs-là qui sont gérés par des grosses entités qui ont généré énormément de revenus et de trafic. Fait que ça, c'est la réalité de tout sur le hockey au final. Là, qui est, vous le savez, là, nous, on a des méthodes différentes un petit peu. J'y reviendrai sur la culture. Là. Mais ce qui m'amène à parler des revenus. Moi, personnellement, je dévoilerai pas de chiffres. Je connais pas les chiffres des autres sites. Par contre, on a su publiquement à Hockey 30 qu'ils faisaient beaucoup d'argent dans les déclarations qu'ils ont faites sur Stanley 25. Comment ça marche des revenus d'un blog? Comment ça marche? Moi, je me suis fait souvent demander, ouais, c'est un site web. Comment tu fais pour rentabiliser ça? La pub, c'est... Là, il faut dire que les blogs et la presse écrite web, les médias traditionnels, c'est différent. Les médias traditionnels ont accès à des subventions gouvernementales pour, dans le fond, payer des employés, offrir une qualité de contenu. Tu sais, les médias, dans l'histoire, ça a toujours été un aspect démocratique de la société. Les blogs, nous autres, c'est rien. On n'a pas accès à ça. On n'a pas accès à des subventions. C'est trop petit, des trop petites PME pour avoir accès à ça. Donc, les seuls revenus, c'est la pub. Fait que là, on parle des algorithmes, que c'est de plus en plus dur de rejoindre les gens. On parle d'une crise économique actuellement qui est quand même assez présente dans la société en général. Donc oui, dans les derniers temps, les revenus, ils ont beaucoup baissé. Les publicitaires placent beaucoup moins de produits sur les sites, passent beaucoup par la programmatique, donc acheter des publicités moins chères qui sont rémunérées au nombre de vues. Ceci étant dit, il y en a beaucoup qui, des fois, sont fâchés. Hey, il y a de la pub sur le site. Ah, il y a trop de pub. C'est de la merde, je retourne pas sur votre site, il y a trop de pub. Faut dire que n'importe quelle entreprise sans revenu va mourir. C'est assez simple, tu sais. Mais faut se rappeler aussi que oui, il y a de la pub, mais jamais un blog va aller chercher de l'argent dans vos poches. À moins de créer du contenu de qualité puis d'offrir des offres exclusives comme The Athletic, mettons, qui charge un abonnement pour consulter le contenu, mais c'est des journalistes officiels qui appartiennent au PWHL, je pense que c'est l'association des journalistes c'est pas, même pas de PWHL, je me rappelle pas de l'acronyme, mais bref, l'association des journalistes dans le monde du hockey, tu sais, c'est différent, tu sais. Mais généralement, les blogs font de l'argent sans même aller chercher de l'argent dans vos poches. Là, ce qui arrive, c'est que, puis là, je ramène aux algorithmes, quand on se promène sur Facebook, là, tu vois un texte. Le titre est accrocheur, tu vas le voir. Tu es déçu du contenu. Tu continues ton algorithme, tu vois un autre texte accrocheur. Tu le lis, tu es déçu du contenu. Tu arrives à un autre texte, le titre est accrocheur, mais dans le contenu, là, si tu cliques, c'est vraiment intéressant ce qu'il y a. Là. Il y a une analyse de 800 mots, exemple, sur le Canadien de Montréal ou sur un espoir ou peu importe. Puis là, finalement, tu décides de ne pas cliquer parce que tu t'es fait avoir 2 fois avant. Fait que là, au final, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que on met tout le monde dans le même panier. T'sais. Fait que c'est un peu ça la réalité. Puis tu sais, il y en a qui sont gênés. Là. Je regarde dans le monde des blogs. Là. Ah, on peut pas dire qu'on fait de l'argent avec la pub. Hey, on fait de l'argent avec la pub. Là. Il n'y a pas de cachette. Là. C'est la seule façon de rentabiliser un blog, c'est de mettre de la pub sur le blog. Rendu là, si tu offres un contenu de merde ou que tu offres un contenu de qualité, c'est ça qui va jouer dans le total des revenus que tu fais. T'sais. Puis présentement, malheureusement, la qualité de contenu, c'est pas ce qui rapporte le plus.
s'entend. Je pense qu'il faut être d'accord là-dessus. Pascal. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Puis tu sais, c'est la qualité attire pas de clics, sauf si consciemment tu trompes le lecteur pour qu'il clique. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais. Mais ça dépend du blog, mais c'est pas tout le monde qui fait ce choix-là. Exact. Puis tu sais, si j'en viens uniquement à tout sur le hockey, on continue avec l'aspect monétaire. Parce qu'il y en a qui sont gênés d'en parler. Moi, je m'en fous. J'ai toujours été transparent. Puis je le partage là. La plateforme de scouting, mettez ça dans les 4 chiffres. J'ai une entente de confidentialité. Je peux pas révéler le montant que je paye. Fait que je peux pas le révéler. Mettez ça dans les 4 chiffres. Les licences pour le site web, le serveur, moi, je paye mes rédacteurs. Je paye en fonction des revenus. C'est pas toutes les places qui les payent. Puis il y en a qui font des millions par année avec leur blog, puis qui payent autant que tout sur le hockey leur rédacteur. Donc ça, c'est inconcevable. Puis encore là, c'est public. Ça a sorti dans le devoir. Je vous conseille d'aller lire certains articles. Tout a été nommé là-dedans. Après ça, qu'est-ce qu'il y a comme dépense pour un blog? Ben, c'est ça. Les serveurs, les licences. Nous, on a décidé, à tout sur le hockey, de mettre de l'argent puis d'investir dans la qualité. C'est ce qui a fait en sorte que le TSLH Espoir est né. On a refait le site. C'est de l'investissement. On a décidé de payer des plateformes de scouting pour offrir de la qualité de contenu. Fait que, il y en a des dépenses, là. C'est pas une question de on génère que des revenus par la pub, puis moi puis Pascal, à chaque été, on s'en va sur un yacht à Dubaï, là. Non, là. Non. Non. Ça serait le fun, par exemple, hein, Pascal? Je me paierais une nounou. Tu sais, c'est ça. Il y a des dépenses, puis, tu sais, il faut pas se leurrer, là. Oui, ça prend du trafic pour faire des revenus, puis ça prend des revenus pour maintenir le site en vie. Parce qu'à un moment donné, tu sais, s'il n'y a plus de trafic sur le site, les dépenses, ça continue. Puis veut pas, c'est de même qu'il y a des médias qui s'éteignent parce qu'ils sont plus capables même pas de rentabiliser, d'arriver à kiff-kiff, à zéro à la fin de l'année, tu sais. Fait que c'est là que la réalité du monde des médias est parfois difficile. Puis tu sais, on n'est pas à l'abri de ça, là, surtout sur le hockey. Puis tu sais, on garde le fort, puis on reste la tête haute, mais ceci étant dit, la réalité, c'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui va venir l'expliquer, puis moi, je m'en fous, je l'explique à vous autres aujourd'hui dans cet épisode-là. Puis on le voit juste avec, mettons, TVA Sport. Et TVA Sport, ils ont clairement un virage un peu plus clickbait, mettons, que RDS. TVA Sport a de la misère à faire des revenus, que ce soit à la télé ou peu importe. Puis on l'a vu, le virage qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, là, les émoticônes dans les titres, puis les titres tombeurs. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu? C'est Caulfield et Zegras bientôt réunis. Un titre là-dessus. C'est comme, mais voyons donc, tu sais, avec les Zegras, les rumeurs de transactions, puis tout, tu cliques, c'est pour le championnat du monde. Tu sais, c'est comme, ça, c'est un média traditionnel, un gros média, qui est supposé montrer l'exemple, puis qui fait le contraire, mais leurs décideurs ont pris cette tendance-là, parce que c'est ça qui rapporte des revenus, puis s'ils font pas ça, ils croulent. Fait que, c'est ça. Puis je vais aller plus loin dans ton exemple, puis c'est quelque chose qui a été adressé par Max Truman, justement, sur Twitter. TSN qui sort un article sur la vente de la maison de Carey Price. Dans les coulisses, sortait ça v'là 8 ans, puis se faisait dire que c'était du patinage, puis c'était n'importe quoi. Puis ils l'ont sorti cette année. Ils se sont fait dire c'est n'importe quoi. Mais TSN a sorti ça aussi. Fait que tu sais, est-ce que dans les coulisses c'était avant-gardiste? Peut-être. Il y en a qui vont dire que peut-être. Mais il y a une niche. Il y a un public pour ça. Mais c'est ça. Mais là, c'est rendu que les gros médias doivent faire ça pour survivre. C'est là, c'est ça la crise en tant que telle. C'est ça, c'est le virage vers
Le sensationnalisme qui a toujours été là. Le sensationnalisme a toujours été là, mais là, Oui. c'est des steps de plus. Tu sais, Puis, moi, je vous le dis, là, sur le site, présentement, surtout sur le hockey, puis je le dis de façon totalement transparente, si j'ajoutais pas 2 à 3 publicités par page, il y a 1 an de ça, quand post-pandémie, la crise économique a commencé, ou les problèmes économiques, ou bref, quand les publicitaires ont comme cessé leur budget publicitaire, si je rajoutais pas 2-3 pubs par page, c'était terminé, là, tout sur le hockey. Là. C'était terminé. Là. Puis tu sais, encore aujourd'hui, je vous dirais que c'est sur une fine ligne. Là. Fait que tu sais, puis quand tu regardes pendant ce temps-là, des TVA Sport, des TSN qui ont pas le choix de prendre un virage blog pour survivre, tu te dis, OK, là, c'est réel. Là. Puis on a beau chier sur le journalisme, à un moment donné, c'est tout du monde qui ont des jobs. Tu sais? Nous autres, c'est pas pire, c'est pas notre job. Moi, du jour au lendemain, je m'endette avec tout sur le hockey, je mets la clé dans la porte, c'est terminé. Tu sais, je rembourse mes affaires, puis c'est fini. Là. Mais ce monde-là, ils ont des jobs. Là. ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça, là. Si c'était en plus ta job principale, ou ma job principale comme chroniqueur de seconde zone, comme chroniqueur espoir, tu sais, ça serait terrible ce qui se passe là. C'est une chance que c'est pas ça, mais tu sais, si depuis 5 ans ou whatever, depuis 2019, c'était ta job principale, là peut-être que t'aurais pu faire ça, mais il faut un investissement, il faut des... Tu sais, c'est gros là comme move là, d'abandonner ta job pour t'occuper principalement d'un site, surtout dans le paysage médiatique actuel. Là. Faut absolument que tu prennes ton... Je vais pas dire ton éthique, mais... Tu sais, c'est clickbait qui paye. Faut que tu mettes l'éthique de côté. Faut tu sais, tout ce qui... Tu sais, moi je suis pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Tu sais, pendant les séries des Canadiens de Montréal en 2021, le site était vraiment... Ça allait bien parce que justement le Canadien allait loin puis le monde allait sur les réseaux sociaux. On faisait des images drôles après un match ou pendant un match, peu importe, ça pognait au fond, le trafic était là. Mais dès que ça a droppé après ça, funny, tu sais. C'est vraiment là que ça fait pouf! Pas pour le site, mais je parle pour l'algorithme puis tout, le trafic pour tous les sites. C'est là que ça a commencé à dropper. Fait que tu sais, ça aurait été terrible. C'était ta job principale. C'est ça. Fait que tu sais, c'est plate de voir ça aller puis de pas se fâcher contre le monde qui clique sur ça. Fait que c'est ça qui est poussé dans leur algorithme. Puis qui chiale pareil. Arrête de cliquer. Arrête de cliquer si ça te fâche. Puis, en tout cas, Infoman a fait un petit segment sur ce qu'on parle, là, 2-3 semaines. C'était vraiment intéressant. Mais c'est ça. Le monde y clique, si tu veux qu'on fasse. C'était mon 3e point, Pascal, tu me devances. La culture. Ouais. C'est une culture qui est très ancrée. Malheureusement, on va pointer du doigt les sites qui font du clickbait, les sites qui vont mentir dans leur titre littéralement. Ah oui. Et puis, on a beau critiquer ça, on a beau condamner ça, les faits sont réels, c'est ce qui paye, c'est ce qui est consulté, c'est ce qui est payant parce que les sites qui utilisent cette fonction-là, cette façon de faire-là, de rendre une nouvelle donc bien importante dans le titre, puis quand tu la consultes, finalement, c'est une nouvelle totalement mineure. Cette façon de faire-là est rentable parce que dès que tu cliques, tu as donné ton visionnement sur les pubs, sur l'article. Le contenu, il s'en sac. T'as cliqué. Ils sont venus chercher... Tantôt, je disais, ils viennent pas chercher ton argent dans tes poches, mais ils viennent chercher ton clic pas mal. Ton temps. Tu sais, j'étais à la veille de faire un nouveau slogan parce que, surtout sur le hockey, notre dicton, dans le fond, ce qui sort sur Google et tout, c'est toutsurlehockey.com pour être bien informé. J'étais à la veille de changer pour dire vous n'êtes pas qu'un clic, surtout sur le hockey. Parce que, tu sais, c'est ça, la culture étant ainsi faite, la nature humaine est curieuse. Quand on met de quoi de sensationnel, on a tendance à aller cliquer.
malheureusement, les bons textes de 800 mots, 900 mots, 1000 mots, pognent vraiment moins que des textes très mineurs avec un titre incroyable. On le voit sur notre site, on le voit sur d'autres sites aussi. C'est la culture qui est ainsi faite. Puis malheureusement, ben c'est trop répandu, honnêtement. Puis je pense que la responsabilité, oui, elle vient des médias. Oui, elle vient des blogs, mais elle vient aussi du lecteur. À un moment donné, il va falloir se sensibiliser à dire hey, là, je suis tanné là, de me faire avoir pour de la merde. Là. Puis tu sais, c'est facile. Je veux dire, s'il y a un blog sur 50 qui offre de la qualité de contenu, ben ça se peut que ce blog-là, tu penses qu'il est comme les autres, puis tu cliques pas. Parce que la culture est ancrée comme ça. Puis, Max Truman en a parlé justement au niveau de Martin Saint-Louis qui a quitté l'organisation pour aller voir sa famille. Ben, Hockey 30 a fait 8-10 articles là-dessus, puis il a fait des records de visionnement. Tu sais, quand tu parlais d'hypocrisie, c'est exactement ça. Ah, mais c'est personnel, on n'en parle pas. Mais t'as cliqué sur combien d'articles qui en ont parlé, puis qui avaient des titres un peu accrocheurs, que t'as vu Hockey 30, tu dis, ah, lui, il a pas peur de dire ce qui se passe, je vais cliquer. Fait que tu cliques. Puis là, tu te fais pusher plein d'affaires de merde en face, puis c'est toute la même nouvelle, mais avec un titre différent. Des nouvelles informations qui ont sorti sur les raisons de Martin Saint-Louis, blablabla. Fait que tu sais, mais le monde y clique. Fait que je le comprends de faire ça. J'ai jamais eu le goût de faire ce genre d'affaires-là parce que moi, je clique pas, je paye sur le X pour masquer la publication, pour me arrêter de me faire chier avec ça dans ma timeline. Mais sacrément, ils sont tellement puissants dans les timelines que peu importe si tu masques ou whatever, toute leur plateforme te sont repitchés dans la face parce que ton algorithme est hockey. Moi, je consulte beaucoup d'affaires de hockey. Puis, c'est ça qui se passe. Fait que c'est pas évident. Tu sais, on regarde justement, tu parlais du fils de Martin Saint-Louis, mais tu sais, je parlais d'entrée de jeu dans le sujet de la bagarre entre les Rangers puis les Devils. À lire les commentaires, à lire des articles, à lire du monde qui commente sur Twitter, on est donc bien contre les batailles. Puis ça n'a pas de bon sens que dans la Ligue nationale, en 2024, il y ait des combats organisés, puis après toutes les conséquences des commotions cérébrales, je peux pas croire qu'il y a encore des bagarres, ça devrait être interdit, blablabla. Puis une bagarre générale, moi personnellement, je trouve que des bagarres organisées, ça vaut pas le cul, ça devrait pas exister dans la Ligue nationale. J'ai vu le vidéo, j'ai trippé. J'ai trippé. Puis, tu regardes le résultat, il y avait des millions de vues pour ça. Mais quand un joueur comme Chris Simon décède 1 semaine ou 2 semaines avant, on est tous « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il est décédé, il a fait plein de commotions, les batailles ont eu raison. C'est parce que la semaine d'après, vous encouragez ça. T'sais. Puis on fait toute partie du problème. Moi aussi, j'étais excité de voir ça. Puis après ça, je me disais, ouais, ça n'a peut-être pas de bon sens pareil. Là. Mais c'est ça. Fait que il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, mais reste que la culture est ancrée sur ce qui intéresse et ce qui intéresse pas. Puis tu sais, je regarde. Puis là encore là, c'est purement public. Mais tu sais, Hockey 30 qui fait sa sortie publique, qui s'en va dans un podcast avec Stanley 25. Après ça, on se rappelle, il a insulté plusieurs personnes dans son parcours pour en venir à ce que Hockey 30 est présentement. Il a insulté Tony Marinaro sur sa grosseur. Là. Il a insulté Georges Laraque. Il a détruit des familles avec ses potins, avec des fausses rumeurs aussi. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est David Garrel faire des TikTok pour se réconcilier avec tout ce monde-là. Tu sais, quand on parle de culture, là, je me rends compte que peut-être que pour faire vivre tout sur le hockey, je devrais me mettre à insulter tout le monde, puis dans 3 ans m'excuser, puis on va le rentabiliser, le site. Mais non, je suis pas de même, t'es pas de même, on est tous pas de même à tout sur le hockey. Mais malheureusement, on a pris la voie qui rentabilise le moins. C'est ça. Mais on n'a pas choisi les Canadiens, strictement. Ouais, c'est ça. Tout sur le hockey, donc.
toute la nationale de hockey. Donc, au Québec, ce qui pogne, c'est les Canadiens. On n'a pas choisi ça. Tout le reste, on choisit ça principalement. Puis en plus, on est encore plus niché au niveau de TSLH Espoir. Il n'y a rien de moins clickbait que de parler de Dominique Badinka qui fait le saut dans la ligue suédoise professionnelle puis que ça va bien. Tu sais, Paul de Dolbeau, là, il s'en calisse de ce texte-là. Là. Mais on a quand même une niche, puis on a des auditeurs qu'on adore, des lecteurs aussi, qui cliquent sur ça. Mais aller chercher un nouveau public, c'est difficile avec ça. C'est ça. Vrai, puis, c'est ça. Puis la voie qu'on a prise, c'est pas elle qui est la plus rentable. Ça, on est conscient de ça. Mais la raison du pourquoi je voulais faire ce petit sujet-là aujourd'hui, c'était pas qu'on fasse pitié. Bon. C'était pas de dire ben nous autres, on est meilleurs que tout le monde, là. C'est pas ça pantoute. Non. C'est juste que je voulais qu'on parle un peu de la réalité des blogs. Parce que dans la crise des médias, on a beaucoup parlé des coupures chez Bell, des coupures à TSN, des coupures de ci, des pertes d'emploi de ça. Puis les blogs, ben, visiblement, on s'en calisse parce que les blogs, c'est juste des blogs. C'est des gars dans les sous-sols qui font n'importe quoi puis tout ça. Mais nous autres, on a pris une avenue différente. Puis tu sais, je salue d'ailleurs le monde dans le milieu qui nous respecte. Ça nous touche tout le temps d'apprendre que, tu sais, des Marc-Antoine Godin de Radio-Canada qui répètent, il me l'a dit à moi, il me l'a dit à Simon Servant, il l'a dit à Jess, il l'a dit à Pascal, qui apprécie notre contenu. S'il nous écoute, on le salue. Denis Gauthier. Grosse job. Denis Gauthier qu'on a eu en entrevue, qui apprécie notre travail. JC qui nous a donné une chance à la radio également. Max Vanout qui nous donne des chroniques également. Notre chum Max Larouche avec Reg à Boulevard. Tu sais, dans le milieu, il y a beaucoup de monde qui respecte tout sur le hockey. Nos fidèles auditeurs, on vous adore. On fait ça pour vous autres. On est passionnés pour vous autres. Puis on lâcherait pas ça pour le moindre au monde. Tout sur le hockey fermerait, puis on partirait un autre blog de sport pour être sûr qu'on continue de scatter, là, tu sais. Fait que, tu sais, on vous adore puis tout, mais malheureusement, tu sais, toute cette crédibilité-là, d'être accrédité au Rocket, d'avoir dans le milieu un respect en quelque sorte, tu sais, on va au Rocket, Christy, puis moi puis Jess, on se fait placer en plein centre de la ligne rouge avec Simon Servant parce qu'on couvre le Rocket à toutes les Christy games locales. Quand tu as des gros médias qui étaient assis aux extrémités de la galerie de presse parce qu'ils venaient une fois dans la saison, parce que Randbacker, c'était son premier match. Tu sais, c'est un Christine message, ça, que ça envoie pour vrai, là. Mais c'est bon pour la crédibilité. Mais au final, la réalité des blogs, c'est quoi? C'est de générer des clics. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais tu sais, la responsabilité de tout ça, c'est dans les blogs, oui, mais c'est aussi aux lecteurs, tu sais, de pas généraliser. C'est pas parce que vous voyez des annonces de dernière minute, puis des annonces majeures, puis des déclarations de ci pis ça, puis des potins d'un autre côté, que forcément tout sur le hockey, on est de la marde comme eux autres, puis que forcément d'autres sites sont de la marde aussi comme d'autres. Faut être quand même indulgent par rapport à tout ça. Mais je comprends qu'à un moment donné, on peut se perdre dans tout ça parce que c'est ça. On est des petits blogs, puis on essaye de se traîner la tête hors de l'eau. Nous autres, on a choisi un chemin qui mène vers la crédibilité, le sérieux, la passion, puis l'éthique de travail. Mais malheureusement, avec ce que je vous expliquais pour les algorithmes, par rapport aux revenus aussi, puis avec la culture de ce qui tourne autour des blogs, ben c'est pas l'avenue la plus lucrative, mais bon. C'est ça. C'est comme ça un peu que ça marche, la réalité des blogs, mais bon. Au moins, on est passionné. Oui, exactement. Puis pour mes abonnés, nude in my bio. C'est fou. Sur Twitter, là. C'est fou, là. À chaque fois que tu fais un commentaire ou whatever, c'est genre nude in my bio. Nude in my... Je pense que ça va être une façon d'aller chercher du monde sur Twitter avec le compte de Tout sur le hockey. Je pense qu'à toutes les posts, je vais écrire
nu dans mes bios. Puis là, ils vont cliquer, puis ils vont faire ah, ben c'est un blog de prospect, mais allez voir ça. Allez voir ça, sacrément. Il est beau, ce petit blond-là. Ça n'a aucun sens. Justement, Nicolas Cloutier de TVA Sport a fait un article, puis j'ai répondu ça, puis j'étais comme non, sans façon. J'étais comme pourquoi? On a bien ri. Bref, c'était un petit édito que je tenais à faire. Je savais pas trop comment j'allais m'aligner parce que veux pas, j'aurais été peut-être plus incisif puis faire un peu plus de name dropping, mais ça sert à rien. Je me suis déjà fait menacer de me faire enlever mon accréditation du Rocket parce que j'avais trop parlé contre un blog. Fait que tu sais, je voulais pas le faire non plus dans le podcast. Vous voyez un peu c'est quoi la réalité des blogs. Mais c'est ça, tu sais, je le sais que on n'est pas grand public. On devient grand public quand on va à la radio. Puis ça, c'est le fun. Mais on reste underground. Puis ça, ce volet-là, j'aime ça. Parce que les gens qui vont écouter le podcast jusqu'à 1h40, ce qu'on est rendu, ben, ils vont avoir eu une idée complète de ce que c'est quoi runner un blog, puis la réalité de ce que c'est le milieu du blog. Puis malheureusement, c'est tout du monde que probablement ils se font même pas prendre par le clickbait. Fait que le message aura pas plus passé, mais c'est ça. C'est au moins on aura eu la discussion puis d'être conscientisé par rapport à ce qui se fait à travers les blogs. Exact. Donc bref, c'est pour ça que je voulais pas le faire au début de l'épisode parce qu'à un moment donné ça allait peut-être donner notre auditoire puis on voulait parler de prospect avant, mais voilà. Exact. Fait que tout a été dit. Si vous avez des questions, vous pouvez passer en privé. Je suis très volubile, mais il y a des choses que je pourrais pas dire on air. Mais bref. Non, faire sa part, c'est ça. T'sais, merci d'être là. Merci, aux auditeurs de Tout sur le hockey, aux lecteurs. Nous, on se fait oui, des fois, ça va arriver, un titre accrocheur, puis il y en a qui vont dire qu'on fait du clickbait, puis regardez, ça revient dans l'algorithme. Les gens qui commentent sur nos articles qu'on fait du clickbait, c'est souvent des gens qui se font avoir par du clickbait. Donc, dans leur actualité, c'est des articles avec des titres accrocheurs, puis des articles qui sont commentés, qui pop dans leur actualité. Fait que c'est une roue qui tourne, tu sais. Quand ils commandent, c'est tout le temps sur le Canadien, les articles, là, c'est tout sur le Canadien. Tout sur le CH. Tu cliques juste sur les articles sur le Canadien. C'est vraiment juste à cause de ça. C'est à cause de toi. C'est ça, exact. Tu sais, puis c'est pas dur d'aller consulter un site web directement. Non, c'est pas dur. Surtout avec 4 lettres. Tout le contenu est là. Tu sais, c'est ça, on se le fait dire, là, tout sur le CH. Ouais, mais c'est parce que tu commentes ou tu likes des articles sur le CH. Fait que Facebook t'envoie des articles sur le CH. Que ce soit de Tout sur le hockey, que ce soit de Marqueur, que ce soit de DLC, que ce soit Absolument Fan, que ce soit Sport Addict, peu importe. Si tu cliques sur des articles du CH, tu vas te faire envoyer des articles sur le CH. Fait que si tu veux t'informer de façon adéquate, faut que tu aies au moins l'indulgence d'aller chercher à la source. Et je donne un exemple, puis je vais closer là-dessus, là, parce que je pourrais partir pendant des heures à parler de ça. Là. Mais tu sais, l'éclipse solaire, là, si tu veux t'informer comme du monde, là, va lire des articles sur des spécialistes en astronomie, puis des opticiens, puis si tu pognes le premier blog sur le bord pour t'informer, celui-là que Facebook t'a montré, et non ce que toi t'as décidé d'aller voir, après ça, demande-toi pas pourquoi t'es mal informé. T'sais. Il y a tellement de monde qui m'a envoyé la photo de un avion, t'es dans la stratosphère, t'as l'avion, t'as l'éclipse solaire, puis que l'éclipse, c'est ça de gros, ça, c'est vraiment gros par rapport à l'avion, puis il y a juste le logo National Geographic, c'est comme, voyons, mais c'est un montage, là. Il y a au moins 10 personnes qui m'ont envoyé. Check comment c'est hot. C'est un montage, dude. Réfléchis, voyons. Ça n'a pas de sens, comment que le soleil est gros, aussi, puis t'es sur la Terre. C'est pas comme ça, voyons. Mais c'est ça. Il y a le logo, c'est une vraie photo. Non. En tout cas. Il y a Guillaume, je close avec ça, là, mais Guillaume, je trouve sa question intéressante. T'sais, avez-vous des projets dans un futur proche pour aller chercher un plus large public? Pour aller chercher un plus large public, Guillaume, faudrait faire du clickbait. C'est triste de même. Ou bien écrire, avoir du monde à temps plein qui écrit, ou bien mettre des nus dans mes bios.
Non, mais, hey, mais pour vrai, tu sais, même avoir du monde à temps plein, tu sais, il y a des journées que tu sais, il y a des journées, là, je me tape, quand je suis tout seul à la maison, je me tape 2-3 games de hockey, puis après ça, j'écris peut-être 5-6 textes pour le site, là, puis, tu sais, même à ça, tu sais, dès que t'es pas dans le clickbait, tu iras pas chercher un public plus large. Fait que, tu sais, nous autres, on garde notre ligne directrice de rester pertinent, crédible. Est-ce que ça va mener à la perte du site? Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de revenus qui rentrent, à un moment donné, on peut pas en inventer non plus. Les factures, il faut qu'ils se payent. Mais c'est ça. Pour aller chercher un public plus large, ben ça prend des entrevues à radio. On en a quelques-unes. Mais pour aller rejoindre les gens sur les réseaux sociaux, qui est pas mal le moteur principal pour générer du trafic dans la vie de tous les jours, ben c'est de créer du clickbait puis de sortir dans les actualités du monde, parce qu'avec des titres, tu sais, moi je trouve ça plate quand Raphaël, notre rédacteur, il fait un texte solide sur la course aux séries dans l'Est avec des stats, un texte de 800 mots, puis qui se ramasse quelques centaines de vues à peine. Puis qu'après ça, tu vois un article sur le fils de Martin Saint-Louis qui en ramasse des millions, alors que ça relève du domaine privé, puis que ça devrait même pas sortir. Puis qu'après ça, la personne qui a sorti ou qui gère ce site-là, dit qu'il a donc bien changé, puis que là, il est en rédemption, puis que tout se passe bien, puis qu'il fait... En tout cas, regarde, c'est ça. Fait que la discussion entre Max puis David sur Stanley 25, j'ai trouvé ça intéressant. J'en suis sorti frustré, oui, mais je trouvais ça intéressant. Puis elle a lieu d'être parce qu'on est dans une société de liberté d'expression. Mais si on est dans une liberté d'expression, je suis en mesure de dire que ce que Hockey 30 a fait dans les dernières années, c'était dégueulasse. Puis présentement, on le vénère comme si c'était enfin une personnalité publique puis il a donc bien changé. Ça enlève à rien de ce qu'il a fait, là. Fait que c'est ça. C'est à vous autres les oreilles. Exactement. C'est au lecteur de décider où il veut s'informer. Fait que ferme ça là. Oui, ouais. On va closer là-dessus. On va closer là-dessus. Alright, donc encore une fois, un gros merci à nos auditeurs. Puis on va se revoir dans un autre épisode avec une fin peut-être plus positive. Merci tout le monde. Salut.